Bien, bienvenue à toutes et à tous pour cette première conférence de l'après-midi Made in Job 2017, édition Aix-en-Provence. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, cet après-midi, un plateau à la fois relevé, de qualité, mais aussi au pied levé. On va remercier Stéphane de nous avoir rejoints. Alors tout d'abord, je voudrais présenter Valérie Mirion. Valérie, merci d'être là. Vous êtes DRH d'une société, d'un groupe qui s'appelle ESRI. Vous allez nous le présenter en quelques instants tout à l'heure, un groupe important. Vous venez de Paris, de la région parisienne pour nous aujourd'hui. Nous en sommes ravis et honorés. Merci d'être là. Stéphane Guidarini, vous êtes DG de Stedia, société de conseil près d'Aix-en-Provence. Vous allez aussi nous la présenter dans quelques instants. Nous ne présentons plus, mais nous allons le faire quand même, Samuel Masson, qui est l'organisateur de ce Made in Job. Et j'aurai l'honneur d'être le modérateur de cette conférence avec Jocelyn Maire, ici présent. Voilà, merci à tous d'être là encore une fois. Ce que nous voudrions cet après-midi, c'est que ce ne soit justement pas une conférence. Nous ne sommes pas 5 à nous exprimer, mais à peu près 20. Donc vous allez vous exprimer, préparez vos questions. Il n'y a aucune mauvaise question. Les bonnes, ce sont celles qu'on pose. Donc n'hésitez pas à intervenir. C'est plutôt comme ça qu'on voudrait que nous passions ces 40 minutes ensemble. Alors Valérie, vous êtes DGRH, Direction juridique et RH de ESRI, pardon. ESRI, vous nous le pitchez en quelques minutes. Allez-y. Bonjour à vous tous. Plus près. Bonjour à vous tous. Je suis donc directrice juridique et ressources humaines de la société ESRI France. ESRI France propose des solutions qui collectent et diffusent et utilisent la donnée géographique pour les combiner les unes entre les autres et aider à la décision. En bref, à chaque fois que vous vous posez une question qui commence par où je vais construire une ville, où je dois installer mon magasin, où se trouvent les petites fourmis en Amazonie, etc., etc., je superpose des données géographiques, j'en sors une carte qui va m'aider à la décision. Très bien, remarquable, des métiers parfois inconnus. Valérie, ESRI, c'est combien de personnes ? Alors, ESRI est leader dans le monde en qualité d'éditeur de logiciels. ESRI France est une société indépendante qui distribue les solutions tant au gouvernement qu'aux collectivités territoriales ou à des sociétés privées de renom, plus ou moins grandes. Et en France, nous sommes presque 200. 200 personnes en France. Oui. Et on parlera tout à l'heure de profil de recrutement. Évidemment, c'est là-dessus qu'on a besoin de vous entendre. Avec un très grand écosystème, oui, avec des partenaires et des intégrateurs pour alimenter la chaîne. Et des clients souvent institutionnels ? Alors, on a quasiment un petit peu plus de 50% de nos clients qui sont des institutionnels, y compris jusqu'à l'ONG. Et après, on a des sociétés privées. Très bien. En tout cas, merci d'être là, Valérie Mirion. Stéphane Guidarini, Stedia. Oui, bonjour. Donc oui, je suis directeur général du groupe Stedia, qui existe depuis septembre 2003. C'est une société de conseil spécialisée en IT et transformation numérique maintenant au digital. 27 collaborateurs sur toute la France. On travaille avec des institutionnels, donc clients publics et privés, plutôt grand compte. Plutôt grand public. Et pour terminer cette rapide présentation, je dois vous dire que vous avez tous les deux des engagements associatifs forts, puisque Valérie, vous êtes présidente du mouvement Groupement RH, me semble-t-il, et Stéphane est président du CIP. C'est cela ? Voilà. En tout cas, ravi de vous avoir avec nous. Samuel Masson, qu'on ne présente plus, mais qu'on va tout de même présenter, encore une fois. Vous êtes l'organisateur de Made in Job. Quelques mots pour d'abord nous présenter cette manifestation de grande envergure, et puis la manière dont vous adaptez aussi cette manifestation aux nouvelles donnes du recrutement, peut-être. Alors cette manifestation, effectivement, elle évolue. Elle est dans sa 3e année d'existence. Elle grandit au fur et à mesure. On souhaite effectivement de plus en plus proposer du contenu pour donner effectivement des repères aux collaborateurs de cet écosystème. On se rend compte aussi qu'on est dans une dimension plus collaborative où chacun crée son emploi au sein de l'entreprise, évolue au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on favorise au maximum les échanges. Le salon grandit aussi puisqu'on propose sur ces deux éditions 500 CDI sur ce territoire Aix-Marseille, et on se rend compte que de plus en plus d'entreprises s'implantent effectivement sur ce territoire pour proposer des emplois et construire des projets globaux qui concernent la France mais aussi outre-Atlantique. 500 CDI, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Merci Samuel Masson.
Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet sur le recrutement dans le monde de l'IT ou du digital. Avant toute chose, et je respecte ma parole, avez-vous une question, une première interrogation, une intervention avant que nous démarrions? Quelqu'un veut s'exprimer? Non? Vous êtes ébahi par la qualité de nos intervenants? Je vous comprends tout à fait, moi aussi. Alors, j'ai envie de démarrer cette conférence et ensuite Jocelyn prendra le relais sans doute pour qu'on parle finalement de ce dont on entend parler depuis plusieurs années, cette fameuse génération Y dont on a sûrement quelques représentants en face de nous aujourd'hui. J'ai envie de dire que cette génération a depuis quelques années, Valérie, changé les donnes du recrutement. On ne recrute pas de la même manière qu'il y a 5 ou 6 ans, c'est tout à fait clair, et peut-être que dans 5 ou 6 ans, on ne recrutera pas comme on recrute aujourd'hui. Les choses vont très vite et les cycles sont très courts. Aujourd'hui, vous avez un DRH à votre gauche. Lorsque vous devez recruter dans la DSI de l'entreprise, comment vous parlez avec le DSI? Vous avez un DSI, pardon, j'ai dit DRH, excusez-moi. Vous avez un DSI. Comment vous parlez avec le DSI? Quelle est la commande qu'il vous passe et comment vous en tenez compte? Au risque de répondre un tout petit peu à côté de votre question, je pense qu'il ne s'agit pas véritablement d'une question de génération. Je parlerai plutôt d'une question d'époque. Aujourd'hui, la difficulté, hein, ou en tout cas l'enjeu, spécialement sur des métiers en tension auxquels on doit faire face, hein, dans le cadre d'ailleurs d'une commande d'un DSI, c'est que on doit trouver des gens qui ont une capacité à pouvoir traiter, récupérer, collecter, diffuser de l'information qui arrive de partout et en millions et millions de données, ce qu'on appelle le big data, qu'ils aient cette capacité de la collecter et de l'analyser en temps réel. Et en plus de ça, avec une donnée spatiale qui est à l'échelle planétaire, hein, puisque la toile Internet est à l'échelle planétaire. Et l'enjeu est de trouver en fait des cerveaux qui sont tout à fait agiles, à la fois dans le temps réel, à la fois dans la multiplicité du big data et à la fois dans un espace à dimension planétaire. Ça signifie... Jocelyn, je t'en prie. Non, je t'en prie. Non, j'avais envie de demander à Valérie, en tant que RH, quel est le rapport avec le DSI? Et on pourrait poser la même question à Stéphane, en fait. Comment est-ce que la DSI passe commande au RH? Alors comment, pas dans la forme, mais plutôt dans le fond. Qu'est-ce qu'on lui demande, en fait? Comment est-ce qu'on se comprend entre RH et SI? Ben voilà, c'est toutes ces relations-là qui sont, me semble-t-il, intéressantes aussi, y compris et a fortiori lorsqu'on est en recherche ou en réflexion sur une opportunité professionnelle vue du public que nous avons en face de nous. Bah, la RH déjà commence à prendre un dictionnaire informatique et après va traduire en fait le besoin en compétences. On va avoir 2 types dans la commande du DSI. D'abord un DSI, généralement, on pourra me corriger si je me trompe, va exprimer son besoin d'un point de vue technique, technologique. Langage, outils, etc. L'enjeu au niveau de la direction des ressources humaines, ça va être aussi de passer de la technologie à ce qu'on appelle les compétences comportementales, d'agilité, etc., de façon à ce qu'on ait le technicien, mais on est aussi celui qui sache s'adapter à un monde extrêmement complexe. Oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a abordé dans les conférences de ce matin à plusieurs reprises. Il y a effectivement l'adéquation entre l'offre et la demande en termes de compétences, mais on a aussi beaucoup parlé de savoir-être, de tout un tas de choses qui finalement ne se voient pas dans le CV souvent, et qui du coup se mettent mal aussi dans un tableau, comme parfois on a tendance à... Je grossis, je fais exprès, hein, surtout Samuel, tu m'engueules pas, mais parfois en tant que demandeur d'emploi ou en tant que rechercheur d'une opportunité, on a l'impression que le recruteur il fonctionne beaucoup avec des cases, des croix dans des cases, pardon. Tout ça est très matriciel, et finalement on a l'impression, on avait un monsieur tout à l'heure au premier rang à la dernière conférence de ce matin, il exprimait vraiment, qu'il disait mais moi j'ai des compétences, j'ai des envies, et en fait quand on regarde mon CV, ben, on se dit bah non mais ce gars-là il a jamais travaillé dans l'IT, et donc on n'en veut pas parce que et on considère qu'il saura jamais faire. Et je pense que est-ce que c'est le même risque entre RH et DSI au sein d'une même boîte par exemple? Alors moi il est clair que mes clients c'est des DRH, des DSI, des DG, des chefs de projet, des managers, c'est un peu tout le monde. Donc on va dire qu'en fonction de l'entreprise, il n'y a pas forcément la même maturité par rapport aux différents enjeux.
on posait la question sur la table de midi, la qualité de vie au travail. Je vais avoir effectivement des entreprises qui sont peu développées sur cette partie-là. Ce qu'on peut dire quand on retourne du côté effectivement collaborateur, c'est clair que ça devient un vrai métier que de chercher effectivement un job. Ça, on ne peut que le constater. Nous, en tant que finalement intermédiaire, certes, on a des grilles. Oui, nos cahiers des charges font 15 pages. Pour décrire un job, on le fait produire autour d'une table entre des SI, des RH et acteurs effectivement du projet, le plus un du dossier. Stéphane pourra d'ailleurs en témoigner, hein, parce qu'il a un peu le même job côté effectivement technique. Et il s'agit de faire travailler les gens ensemble et se dire, on est d'ailleurs un groupe social, on est des individus dans ce groupe social, qu'est-ce qu'on représente ? Quelle est notre vision ? Quel est notre business model, notre projet associatif ? Où est-ce qu'on veut aller ? Et quel est l'individu qu'on va pouvoir effectivement positionner dans notre groupe social ? Avec qui on va travailler au quotidien ? Là, c'est résumé d'une manière très simple. Tout ceci est par contre plutôt complexe. Ça demande d'avoir des compétences effectivement sur l'IT, le digital, mais pas que, sur les RH, sur l'humain, sur l'infiniment petit finalement, qui est l'individu et soi-même, et sur effectivement le groupe social, une organisation, un business model. Ce qu'on peut dire pour le candidat, c'est un peu la même chose. On a nos compétences, on a nos aptitudes, on a notre savoir-être, notre savoir-faire. Comment on peut l'adapter ? Comment on peut effectivement, vers où on a envie d'aller ? La motivation est complètement clé chez les collaborateurs. On pose la question d'ailleurs de quel est le poste idéal aujourd'hui, quel est le poste dans 2 ans, quel est le poste idéal dans 5 ans. Et dans le secret de notre cabinet, on a le droit de tout exprimer. Mes clients savent aussi, on est soumis à une confidentialité entre les différents intervenants. C'est complètement nécessaire pour effectivement que chacun puisse voir sa marge d'envie, de progrès, où est-ce qu'il veut aller. Et on a le droit de dire aussi en tant que collaborateur, moi je veux un job qui va moins me solliciter sur les 5 années à venir, me mettre effectivement en retrait sur des progrès. Heureusement que tout le monde ne veut pas passer manager ou directeur, et ce n'est pas forcément ça qui est clé. Pour revenir sur la génération Y, comme ça je fais un petit point sur ça. Alors la première conf que j'ai fait sur le sujet, c'était il y a 8 ans. Donc c'était rigolo, je trouvais, à l'époque. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est les usages qu'il faut aller interroger. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont effectivement digital natives. Je n'en fais pas partie. J'ai un certain âge. Voilà. Non. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, après mon MBA, c'était il y a quelques années, il n'y avait pas de mobile. Hein, d'accord ? J'ai eu mon premier téléphone mobile dans mon premier job. Par contre, effectivement, faisant un MBA, j'utilisais déjà Internet, puisqu'on avait accès effectivement à tout ce qui pouvait déjà exister. Et il faut voir que la nouvelle génération, en tout cas, moi c'est pour ça que j'ai une équipe aussi pluridisciplinaire et multi-âge, avec une mixité au sein de mon équipe, parce que j'apprends des choses effectivement de gens qui ont 20 ans aujourd'hui. Je suis moins à l'aise avec Facebook que si j'étais né avec Facebook, c'est évident. Donc c'est à chacun de repérer effectivement finalement ses aptitudes, ses savoir-faire, savoir-être, de savoir les mettre en avant. Et il est évident, ça c'est la difficulté, si on est attendu à un poste de manager, on se doit de savoir communiquer. Donc on peut investir du temps sur cette recherche et sur la formulation d'un CV, sur la formulation de son projet professionnel, savoir quelles sont nos envies, c'est quelque chose de difficile, c'est un investissement. Enfin pour le DSI, le DRH, il faut considérer que le DRH aussi, il est en pleine évolution de son métier aujourd'hui. C'est-à-dire que la digitalisation du métier de DRH, mais c'est des discussions quotidiennes qu'on a avec les DRH. Comment on fait avec nos job boards ? Comment on fait avec un journal de communication, avec effectivement tous les réseaux sociaux qu'ont nos collaborateurs, et comment on accompagne effectivement ces transformations. Pour le DSI, c'est la même chose. Le digital, il ne connaissait pas il y a 10 ans. Et je donne le micro à Stéphane, du coup. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On va essayer un peu de segmenter tout ça. Déjà, la relation DSI-DRH, ça dépend un peu de la maturité. Ça, déjà, malheureusement, on a encore, dans certaines entreprises, un peu à l'âge de pierre là-dessus. Mais elle se construit, il y a vraiment un travail en commun. Le directeur des systèmes d'information, il va souvent traduire par le côté technique des choses. Ce qu'il attend de la DRH, c'est le retraduire sur le savoir-être, de détecter ces éléments dans les CV des candidats, de faire un tri, de vérifier son aptitude à travailler. Lui, de son côté, le DSI, il n'a pas trop de mal à comprendre ou détecter l'expertise sur les sujets qu'ils font. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le second, c'est on attend aussi de la DRH d'attirer des talents.
Aujourd'hui, on est en pénurie de profils sur tous les domaines, que ce soit du développeur à des chefs de projet. Donc c'est ça aussi qu'on attend, c'est de trouver les bons réseaux pour bien recruter, de passer les bons messages. Et enfin aussi, derrière, c'est une problématique d'entreprise. On parle beaucoup de bien-être au travail. C'est également sur ces points-là que le DSI attend des éléments de la DRH, plus maintenant également dans notre métier, de la rigidité, des méthodes de pensée un peu différentes que les DSI ont encore du mal à intégrer. On parle au design thinking ou autre. C'est changer la mentalité, changer le paradigme de recrutement des ressources. Et dernier point, vu que on a parlé de big data, il faut des nouvelles ressources dans la DSI. Avant, on ne parlait pas de data scientist, on parlait de développeurs, on parlait de techniciens. Aujourd'hui, il faut trouver des nouvelles ressources, voire même penser au job de demain. Et ça, c'est la DRH qui doit nous aider sur ces sujets. Oui, Valérie. Merci, Stéphane. Il y a un point à préciser. On parle beaucoup de digitalisation RH. Il ne faut pas se perdre. La digitalisation RH a un seul objectif, c'est de gagner du temps sur des process à faible valeur ajoutée, pouvoir gagner en communication afin de pouvoir réinvestir ce temps dans la relation interpersonnelle. Ça, c'est essentiel. On n'est pas là pour faire des ressources humaines via de l'ordinateur. On est là pour donner à l'ordinateur tout ce qui peut être rapide et peu essentiel dans l'entreprise pour s'investir dans la relation humaine. C'est d'autant plus important que nous sommes aujourd'hui sur des métiers en tension. Donc, il faut savoir être attractif et il faut savoir fidéliser. Il faut en bref que pour que nos collaborateurs soient de véritables experts et conseils de haut vol, qu'ils aient les pieds sur terre, qu'ils soient complètement alignés par rapport à leurs désirs, qu'ils puissent utiliser les compétences qui les animent au service de l'entreprise, qu'ils sachent où ils vont et pourquoi ils font ce métier. Et là, vous avez le collaborateur top qui saura servir le client tel que vous pouvez le demander. Merci Valérie. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Christian Ray, parfaitement à l'heure, comme vous avez pu le constater, directeur de Marseille Innovation, et il va nous en parler tout de suite. Avant toute chose, des questions sur ce qui a été dit, sur cette première partie. Souhaitez-vous intervenir? N'hésitez pas. Exprimez-vous. On a parlé de beaucoup de choses. On a commencé à parler de cette fameuse génération Y, des critères, de la manière dont la RH et la DSI se parlent. Pas de questions particulières? Alors Christian Ray, bonjour, merci d'être avec nous. Marseille Innovation, Christian, tout le monde connaît, mais allez, en 1 minute. Alors, Marseille Innovation, c'est un bel environnement pour créer une boîte dans le numérique aujourd'hui. C'est vrai que c'est en tout cas aujourd'hui une centaine de startups sur 3 sites. Bientôt sur 4, puisqu'on va ouvrir un 4e lieu sur la Canebière, au cœur de Marseille bientôt. Très legal tech, fintech, e-tourisme. Donc on est très très numérique par essence aujourd'hui, parce que le monde est devenu numérique et que les boîtes qui se créent sont numériques. Et c'est un formidable endroit pour le faire. Et puis c'est surtout un moment tout à fait intéressant de l'histoire, parce que la société en entier est demandeuse de comprendre, de muter, de s'adapter, et que des banques aux grands groupes, en passant par l'État et les collectivités, tout le monde a besoin de ce changement de vitesse, de ce changement de modèle, et c'est une chance pour les startups. Enfin, on voit bien, on voit des modèles émerger partout en France. On a des boîtes qui sont chez nous et chez Station F à Paris, chez Niel, qui naviguent entre les deux parce qu'il faut être dans les lieux où ça bouge. Voilà, on est vraiment c'est vraiment passionnant d'être dans cette filière-là aujourd'hui, c'est clair. Merci Christian. Donc Marseille Innovation a plus de 20 ans, je crois. Oui, c'est une vingtaine d'années. Donc au moment où tu as créé cette pépinière, nous étions loin de ces écosystèmes, et aujourd'hui c'est aussi l'évolution d'une structure d'accompagnement comme les Marseille Innovation qu'il faut noter.
Oui, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est l'opportunité pour des gens qui ont des projets ou qui cherchent du travail, c'est que plus rien n'est établi. Donc ça veut dire que les lignes sont en train de bouger partout, y compris chez les demandeurs d'emploi et les gens qui veulent créer des entreprises. Je vois là juste derrière une école de transformation au numérique en 3 mois qui est installée chez nous, qui s'appelle Webforce 3, il y en a d'autres. Qui sont installés au cœur et auprès des startups parce que quelqu'un qui vient se former en 3 mois pour s'upgrader, pour être capable de faire un site en responsive, efficace, il se dit qu'il peut trouver un stage dans une boîte d'à côté, que ça peut aller vite. Donc les gens sont à la fois en train de collaborer, se faire coopter, se faire tester. Donc ils sont finalement comme une appli d'Internet. Voilà, on bêta-teste les gens en live dans les startups en même temps qu'on les forme. Je trouve que c'est des modèles très intéressants. Donc ces mécanismes-là sont à l'œuvre. Merci Christian. S'il y a des start-upers avérés ou en puissance, Marseille Innovation évidemment est là pour les accueillir. 3 sites, disais-tu, et bientôt un 4e, très ambitieux me semble-t-il sur Marseille, qui sera une espèce de tête-étendard. Oui, non, mais ce qu'on voit, c'est que la génération, les Y, des Z, voilà, il y en a des plus vieux là. Ceux-là, ils n'aiment pas les technopoles, les arbres, la verdure, la campagne, ça leur plaît pas, quoi. Ils veulent du CO2, du centre-ville, des cafés, de la live et du vélo électrique en même temps qu'ils réfléchissent à leur boîte. Donc en fait, c'est une vie intégrée. Et donc nous, on s'adapte à ça, on ne va pas quitter le technopole parce qu'on y est bien quand on y fait de la techno, mais on va aller dans les lieux de centralité qui correspondent à cette génération qui est en train de... Enfin, celle de ma fille qui n'a pas le permis, mais qui travaille à Paris, qui trouve ça normal de ne pas avoir le permis en bossant. Nous, à 25 ans, on se disait, mais elle a son taux de CO2. Oui, donc ça, c'est très important. Ouais, je déconne un peu sur le CO2, mais voilà, c'est le fait de tout vivre en même temps. Absolument. Et de se réaliser en même temps qu'on travaille. Ça, si l'employeur n'a pas compris, il y a un souci. Et les startups, c'est le modèle de ça, avec des dérives, mais avec des formidables opportunités. Et sur l'aspect recrutement et management, qui est le sujet de cet après-midi, là, qu'est-ce que tu ressens, toi, de ces start-upers, de cette petite structure, souvent des gens jeunes, mais ceci dit, on n'est pas obligé d'être jeune pour être start-upper. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là, cette population-là de chefs d'entreprise, comment est-ce que ces gens-là recrutent? C'est quoi leur approche au recrutement? Elle est plus. On a évoqué, je te fais un résumé parce que tu n'étais pas arrivé. On a évoqué l'aspect, la commande technique du DSI, qui ensuite le RH y met l'aspect plus humain. Je schématise énormément, mais est-ce que le start-upper il fait cette démarche-là? Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand ils ont besoin d'agrandir leur équipe? Ils font comment? Ils réfléchissent comment? Et du coup, comment est-ce que quand on est en recherche d'opportunités, comment est-ce qu'on peut se mettre sous le tuyau, là, se rendre visible? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on a appelé il y a 10 ans la théorie de l'information, c'est-à-dire que plus on était proche de quelqu'un, plus on avait de chances de choper de l'info. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont sur les 2 modèles. Ils sont à la fois en train de tester quelqu'un qu'ils ont croisé en disant tu peux venir 8 jours, fais-moi une démo de ce que tu sais faire en live, là, fais-moi-le, tac. Ou sinon, ils le cherchent à l'autre bout du monde et c'est pareil, quoi. C'est-à-dire, en gros... Et on voit bien qu'on fait les premiers start-up week-end de Marseille, nous, à la Friche, il y a 7-8 ans, on voyait des gamins de Tunis ou de Brest qui venaient pour 48 heures se tester sur un start-up week-end. On se disait, mais ok, et après, lundi, ils repartent, quoi. Et oui, ils repartaient, mais ils avaient mûri dans la tête, ça fait mûrir nos projets. Donc on voit que ce côté de mobilité et de test et de se mettre en situation gratuitement pour quelque temps est devenu une pratique. De la même manière qu'une start-up qui vient chez nous, qui dit j'ai une idée de B2B, de machin. Attendez, vous avez un démonstrateur? Ah ben non. Ah ben alors, on va aller voir une école, on va trouver 3 étudiants. Enfin, je veux dire, on va pas voir un investisseur si on n'a pas un test en grandeur nature sur le marché. Et c'est ça qui a changé aujourd'hui, y compris sur la capacité à recruter. C'est les gens, ils sont bêtement, ils les testent, quoi. Je veux dire, ils les testent. Et les diplômes, c'est bien, mais ça suffit pas. Le savoir-vivre, être est aussi important. Parce que vous savez que les Y, les Z, les jeunes, ils sont zappeurs, ils vous lâchent au milieu de la phrase, ils se cassent si ça ne les intéresse pas. Si ce que je dis ne les intéresse pas, ils commencent à lire leurs mails. Et les recruteurs et les employeurs, ils sont face à ça. Et moi, j'ai des entrepreneurs qui ont 40 balais, c'est-à-dire
des vieux qui disent comment je fais pour gérer mes Y et mes Z de 25 ans. On est au cœur du sujet là, absolument. Ils font quoi. Ils s'entourent de coachs, ils essayent de comprendre qu'ils prennent le bus à l'heure où ils devaient être arrivés à la boîte, donc ils ne peuvent pas arriver à l'heure. Mais bon, ils sont fidèles si on les aime. Enfin, voilà, Valérie, tu acquiesces dans un grand groupe. On peut faire une analogie aujourd'hui entre le cycle informatique qui évolue à une vitesse grand V en termes de langage, de technologie. En 3 ans, quelque chose peut être complètement dépassé et remplacé par autre chose. Aujourd'hui, les générations Y ou Z vont être un peu pareilles. Tout à l'heure, Samuel disait Facebook. Facebook, aujourd'hui, parler à des jeunes, c'est complètement dépassé. Ils n'y vont plus. Parlez-leur de Snapchat. Vous avez à peu près 8 millions de personnes connectées à Snapchat. 75% ont moins de 25 ans. D'accord ? Et Snapchat, c'est quoi ? C'est en fait de la communication par de la photo ou de la vidéo sur un message maximum de 10 secondes. Donc, on voit qu'il faut être pertinent, il faut être rapide, et en plus, il faut se réinventer d'un point de vue RH. RH, je dis employeur au sens large, start-up, entreprise, peu importe, en tout cas recruteur, sur de l'instantanéité. Dites à des développeurs, venez avec votre CV, remplissez ma candidature, ils vont vous regarder, ils vont tourner les talons. Dites-leur, on organise un hackathon en les challengeant sur 24 heures où ils ne vont pas dormir, ils ne vont pas manger, etc. Et ils vont se mettre en test, en situation de test par rapport à d'autres collègues. Et vous avez des équipes qui vont tourner comme ça de mois en mois, y compris sur leur temps personnel. Merci Valérie. On va y revenir. Je voudrais entendre Stéphane sur ce sujet. Toujours de la même manière, une question. Voulez-vous intervenir ? Pas de réaction particulière ? Il y en a qui sont des générations dont on parle, là, ça vous ressemble ce qui est dit ou... Ouais. Est-ce que vous êtes sur Snapchat ? Encore sur Facebook ? Beaucoup moins, hein. Donc Valérie a bien raison, elle a bien cerné le problème. Alors, Stéphane ou Valérie, mais Stéphane, une fois que la DSI a demandé un recrutement, que la RH a fait son job, elle l'a recruté, ou en tout cas, au moment où elle doit le recruter, moi j'ai deux questions sur lesquelles je voudrais vous entendre. Un, finalement, comment vous attirez ces profils ? Parce qu'on sait ce qu'on veut, mais comment on les fait venir dans l'entreprise ? Et deuxièmement, sous-jacent, comment on les garde ? S'il est possible de les garder, est-ce que c'est un vrai sujet ? Alors, Stéphane ou Valérie ? Déjà les attirer, ça c'est vraiment un travail en commun avec la DRH, donc de tous les instants. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, je pense, effectivement, on parle de nouveaux moyens de communication, Snapchat et tout ce qui va avec. Donc c'est surtout les gourous aussi. Aujourd'hui, ces gens-là sont attirés par des personnes, par des gourous qui respectent. Donc il faut travailler sur la visibilité que la direction des systèmes d'information ou l'entreprise va donner sur son niveau d'expertise. C'est ça qui va les attirer. Le bien-être, bien sûr, mais surtout les niveaux d'expertise qu'il y a en interne. Et c'est compliqué pour les sociétés, là c'est une société qui est déjà dans le numérique, d'attirer des personnes qui sont dans le numérique pour venir dans le numérique. C'est très 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 compliqué aujourd'hui. Valérie ? Sociologiquement, il y a quelque chose d'assez tribal. On parle de communauté. En fait, pour capter, attirer, fidéliser, il faut que les personnes se retrouvent dans une communauté. Je suis une communauté de dev, je suis une communauté d'information géographique, je suis une communauté de tel langage ou de tel outil. En tout cas, il faut qu'il y ait ce degré d'appartenance. Ce degré d'appartenance, il y a encore quelques années, porté sur l'entreprise. J'appartiens à tel groupe, je suis derrière telle marque. C'est fini. Aujourd'hui, on est l'identité parmi un groupe d'autres identités. Et le risque de ces communautés, Stéphane, je vais vous donner la parole, le risque justement de ces communautés, si elles existent dans l'entreprise, n'est-il pas que nous créions des clans, en quelque sorte, puisqu'il y a finalement les Y et les autres? Est-ce que ça, c'est un risque aujourd'hui? Oui, alors j'y reviendrai. Vas-y. Juste parce que par avoir entendu ce matin, aujourd'hui on parle de marque employeur, donc c'est vraiment le travail de l'entreprise, la DRH bien sûr, et de toute l'entreprise pour vraiment mettre en avant l'entreprise et sa marque employeur. Donc oui, forcément c'est un risque.
c'est un risque parce que aujourd'hui, c'est un peu des communautés plus ou moins fermées et qui peuvent aussi bouger. Et donc fidéliser, c'était la deuxième question de tout à l'heure. C'est une fois qu'on attire, c'est comment on fidélise. C'est compliqué parce que si cette communauté elle bouge, les personnes vont bouger. Et avant, on rentrait dans une entreprise, on pouvait pas dire qu'on allait passer plusieurs années, faire quasiment sa carrière. Aujourd'hui, ça c'est plus vrai. Donc il faut se réinventer tout le temps. Absolument. Et l'entreprise est condamnée à se réinventer aussi si elle veut garder ses talents. J'ai tenté que ce soit possible. Christian, vous voulez intervenir sur le sujet ? Oui, non, je voulais faire le parallèle avec ce qu'on a vécu sur l'open source il y a 10-15 ans. Donc c'est une irruption d'un mode ouvert de l'informatique qui s'oppose entre guillemets à l'époque aux propriétaires et qui va révolutionner. Bon, et en fait ces communautés, elles ont fait des entreprises. Enfin, je veux dire, de très belles d'ailleurs. Et donc elles ont gardé le double esprit. C'est à la fois donc en fait, ça ne s'oppose pas, mais on est dans la phase d'émergence de ces processus. Et dans 10 ans, si on en reparle à cette table ronde avec d'autres, voilà, on verra bien que ça s'est intégré, que ça a enrichi le mécanisme, que ça ne s'est pas opposé. Et c'est vrai que l'individu, on a l'impression que l'individu prime de plus en plus. Le citoyen, l'individu, ses envies, sa valeur, dans une organisation qui malgré tout a besoin qu'on arrive à l'heure, que la voiture elle soit vendue aux clients avec toutes les options. Et donc voilà, ces doubles contradictions resteront malgré tout. Mais on est à l'émergence de ça. Très bien, Christian, remercie. Samuel. Moi, je partage tout ce qui est dit, c'est-à-dire que finalement, chaque personne est un individu avec ses propres compétences. Et comment sourcer le meilleur collaborateur, c'est en l'écoutant, en comprenant effectivement comment il va fonctionner. Par exemple, les stratégies médias ou de marque employeur, c'est pas les mêmes endroits en fonction des populations qu'on souhaite effectivement avoir au sein de notre entreprise. Et on se rend compte que le collaboratif, mais c'est ce qu'on a toujours réussi à faire, c'est-à-dire qu'un groupe social fonctionne s'il y a des individus. Effectivement, il y a plus de partage. C'est l'humain est au centre et le groupe. Et pour moi, c'est pas des choses qui s'opposent en aucun cas. Les médias ont parfois changé, ont évolué, mais finalement, qu'est-ce qu'un réseau social à part un réseau comme celui qui est constitué aujourd'hui, où les gens se regroupent. Les gens se regrouperont d'ailleurs autour du feed le 17 octobre, je crois. Octobre au Pôle Média de la Belle de Mai. Merci, Samo. Nous recevrons une vingtaine de startups qui pitcheront devant des fonds locaux et nationaux leurs projets pour lever les fonds. 17 octobre au Pôle Média de la Belle de Mai, absolument. Et aujourd'hui, donc, la preuve, les DRH, DSI, les représentants des startups, des grands groupes travaillent ensemble. On a plein d'initiatives d'ailleurs. Ici, un certain nombre d'exposants sont des grands groupes et ont aussi des poches d'innovation effectivement au sein de leur groupe, ont créé leur propre start-up en interne et tout ce monde travaille ensemble, avance sur des projets de société. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là tous et toutes. Une question pour terminer ou avant de libérer nos intervenants? Pas de réaction? Tout est déjà sur Facebook et Snapchat, je suppose? Nous sommes en ligne, parfait. Vidéo et link. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci Valérie, merci Stéphane, merci Christian. Merci et nous nous retrouvons à 15h pour une table ronde sur Internet des objets. l'IoT, les objets connectés. À tout de suite. J'avais un truc.